Il était midi passé quand Mehdi, la tête pleine des monts et des veaux de Monsieur Porte, mais l'estomac tenaillé par la faim, se rendit au réfectoire. Il vit avec étonnement que celui-ci était dépeuplé. La plupart des tables étaient vides, les autres clairsemées. Seule une dizaine d'internes s'étaient rendus au réfectoire pour le déjeuner. Les autres, un sac ou une valise à la main, avaient déjà quitté le lycée en compagnie de leurs parents ou de leurs correspondants. Mehdi, tout étonné de se trouver seul à la table, regardait autour de lui quand Morel fit son apparition, le torse bombé, le regard impérieux. Il gueula un bon coup. « Allez les orphelins, on se regroupe. Remplissez-moi les tables de ce côté. » Il désigna d'un coup de menton les tables qui s'alignaient le long du mur. Son regard achopa sur Mehdi, seul à sa table, les pieds ballants, qui le regardait avec appréhension. Il rugit. « Alors, la marquise, tu attends que le butler vienne te servir? Une table pour toi tout seul? Allez-y, Fatima, au fond, comme tout le monde. » Mehdi dégringola de sa chaise et alla s'asseoir à une des tables du fond. On ne l'avait encore jamais traité de marquise. Il en éprouva un vif sentiment d'humiliation, mêlé de perplexité. Les ducs et les comtes et les marquis, c'étaient tout de même des gens distingués. Mais il y avait ce maudit féminin qui gâchait tout. Pourquoi Morel ne l'avait-il pas traité de petit comte? C'est si facile de faire plaisir aux gens. Il mangea en silence son hachis parmentier, puis son yogourt, sans oser lever les yeux sur les autres internes. Ceux-ci bavardaient sans lui prêter la moindre attention. L'un d'eux but une rasade de vin, claqua la langue et s'écria. « Encore une que les Allemands n'auront pas. » Les autres éclatèrent de rire, sauf celui qui faisait face à Mehdi. Il murmura lentement, d'une voix menaçante. « C'est pour moi que tu dis ça ?» Celui qui venait de boire lui répondit gaiement. « Mais pourquoi tu te sens toujours visé, Kohler? C'est juste une expression. Mon père l'utilise toujours, après avoir sifflé une bouteille. Ça fait rire ma mère. Ouais, comme par hasard, c'est toujours les Allemands qui trinquent. Ça va, on le saura que t'es un boche. Mais je te répète, je te visais pas. » Kohler haussa les épaules et se servit à son tour du vin. Mehdi avait assisté à la prise de bec, le souffle coupé. Il n'avait jamais vu d'Allemand. Il examina le boche à la dérobée, essayant de découvrir les signes. Il fut un peu déçu. Ce Kohler avait l'air tout à fait normal. Les Allemands sont des gens comme les autres. On en apprenait des choses au lycée français de Casablanca. Au début d'après-midi, il s'installa sur un banc à côté du bac à sable et s'absorba dans la lecture des bandes dessinées de Mchiche. Il était tellement pris dans les aventures d'un cow-boy taciturne qui revenait dans une ville du Texas pour se venger d'on ne savait quoi, qu'il ne vit pas un jeune homme barbu, vêtu d'un blouson militaire kaki et d'un jean élimé, s'approcher de lui et se planter à quelques mètres, les mains dans les poches, l'œil perçant, comme s'il examinait une scène d'un grand intérêt. L'instinct de survie avertit Mehdi de la présence du danger. Il leva les yeux et rencontra le regard de Régnier. Celui-ci demanda. « Qu'est-ce que tu fais sur ce banc ?» Mehdi, ne sachant comment répondre, murmura à tout hasard. « Je suis interne. »« Bravo !» dit l'homme en se caressant la barbe. « Félicitations. Et maintenant, réponds à ma question. Que fais-tu sur ce banc ?»« Je lis une bande dessinée. » Régnier se mit à triturer les extrémités de sa moustache. « Mais ça, je peux le voir.
Je ne suis pas aveugle. J'ai l'air d'un aveugle. Elle est où, ma canne blanche? Allons, je ne suis pas Miro. Je vois bien que tu lis un torchon américain qui propage l'idéologie impérialiste pour mieux endormir les masses. Ce que je te demande, c'est la chose suivante. Puisque tu es interne, puisqu'on est samedi, puisqu'il est 2 heures de l'après-midi, dépassé de quelques poussières, qu'est-ce que tu fais sur ce banc au lieu de te trouver à l'étude? Il avait haussé la voix en prononçant ces derniers mots. Mehdi ressentit une violente douleur dans les boyaux. Il ignorait qu'il lui fallait passer l'après-midi dans l'étude. Il se leva et se mit en quelque sorte à la disposition du barbu, les yeux baissés. Celui-ci satisfait, lui fit signe de marcher derrière lui. Ils traversèrent la cour en diagonale pour arriver à la classe H1, dont la porte était grande ouverte. Régnier s'effaça et laissa entrer Mehdi, qui alla s'asseoir au premier rang, derrière un petit pupitre. Un énorme cartable trônait sur le bureau qui occupait un coin de l'estrade. L'homme vint s'asseoir d'une fesse sur le bureau. « Je crois bien que tu vas rester seul, enfin seul avec moi. Il est temps que nous fassions connaissance. Je m'appelle Régnier, mais ça, tu dois déjà le savoir, puisque j'ai fait la garde de nuit mercredi dernier. Je suis pion, et je dis bien pion et non surveillant, comme disent mes valeureux collègues, parce que c'est ce que nous sommes, des pions dans le système de bourrage de crâne, des pions dans le système. » Il fit un grand geste en enveloppant de 2 mains et en disant ces derniers mots, qu'il répéta avec un horrible rictus. Le système. Il alla à la porte jeter un coup d'œil, comme pour s'assurer que l'ennemi ne mijotait pas de mauvais coups. La cour était vide. Tous les élèves étaient rentrés chez eux. Curieux, grommela Régnier en revenant s'asseoir derrière le bureau. Il n'y a personne d'autre que toi. D'habitude, il y a au moins 3 ou 4 internes le week-end. C'est à croire que... Il s'absorba dans ses pensées tout en lissant sa barbe. Puis il regarda Mehdi avec un intérêt grandissant. « Sais-tu pourquoi tu es ici un samedi après-midi, au lieu d'être chez toi ?»« Non, je ne le sais pas. Je ne me suis même pas posé la question. » Régnier ne sembla pas entendre cette réponse muette, qui se lisait pourtant clairement dans les yeux inquiets de l'enfant. « Parce que tu es un prolétaire, lui asséna-t-il d'une voix forte. Mehdi eut envie de pleurer. Il ne connaissait pas le mot, mais il sonnait comme une injure. Pourquoi ce barbu l'insultait-il? Toi et moi, nous sommes tous les deux des prolétaires. Tu es marocain, je suis français, mais au fond, nous sommes frères. Nous partageons une même condition, un même destin. Nous sommes les damnés de la terre. Nous voici face à face, dans cette salle de lioté. C'est dans l'ordre des choses. C'est ainsi, cela a toujours été ainsi. Le prolétaire surveille le prolétaire, pour le plus grand profit du système. Les flics, les sans-grades, les mohazni, ce sont tous des prolétaires. Et ils cognent sur qui? Sur d'autres prolétaires, leurs semblables, leurs frères. Tous tes petits camarades sont chez eux en train de manger de la brioche. Mchiche fouette ses serres. Les rupins de mon âge sont en train de skier sur l'Okaï-Médan, comme ce facho de Dumont. Le soleil brille au dehors, et nous deux, qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme dans une salle de classe pour que je te tienne à l'œil. C'est ça la logique du système. Mehdi se demandait quel goût avait la brioche. Régnier, contrarié, lui demanda « Eh bien, tu ne dis rien ?» Pris de panique, Mehdi fit un effort pour imaginer une phrase, n'importe laquelle. Il voulut demander quel goût avait la brioche, mais ses lèvres formèrent une autre question.
qu'il s'entendit énoncer avec étonnement. « C'est quoi, prolétaire ?» Un large sourire s'épanouit sur les lèvres de Régnier. Ses yeux se mirent à briller. Il se leva d'un coup et se mit à aller et venir sur l'estrade, d'un pas saccadé, le bras levé, comme si sa main indiquait une direction. Il articula d'une voix puissante, proche du braiement. Un prolétaire, de par l'étymologie, c'est celui qui n'a rien d'autre sur terre que sa parole. Ou c'est prole, c'est-à-dire qui n'a que ses enfants. Mehdi se demanda si l'homme ne se moquait pas de lui. Comment pouvait-il, lui, à 10 ans, avoir des enfants? Le tribun continuait. Il ne possède pas de capital, le prolétaire. Il ne jouit d'aucune rente. Il n'habite même pas chez lui. Ou, à la limite, comme moi, chez ses parents. On l'exploite de tous les côtés. Il n'est rien. Et un jour pourtant, il sera tout. Régnier embrassa la salle vide d'un coup d'œil exalté et informa l'auditoire fantôme, ainsi que Mehdi, de ce fait étonnant. Oui, bien que nous autres prolétaires, nous n'ayons métaphoriquement que nos enfants, nous sommes l'avenir de l'humanité. Il pointa un index accusateur sur l'enfant qui se faisait tout petit. Tu es l'avenir de l'humanité. L'avenir de l'humanité. L'émotion fit pipi dans ses braies. Ce n'était que quelques gouttes, mais ce n'était qu'un début. Il leva le doigt et demanda s'il pouvait aller au WC. Régnier, contrarié comme s'il venait de découvrir que le prolétariat avait des besoins naturels, lui fit signe de sortir d'une main méprisante qui semblait balayer ses basses contingences. Quand Mehdi revint, il s'aperçut avec horreur que le pion était en train de déchirer méthodiquement les bandes dessinées que lui avait prêtées Mchiche. Il les jetait ensuite dans la corbeille à papier à côté du bureau. « Tu n'as plus besoin de lire cette propagande impérialiste, » lui annonça-t-il. « Tex le cow-boy, on croit rêver. Les cow-boys, ce sont ni plus ni moins que des garçons vachés, les gardiens du bétail, quoi. Chez toi, dans la Chaouia ou dans le Tafilelt, t'es d'où, au fait? Chez toi, on ne fait pas d'un garçon vaché un héros, non? T'as déjà vu un film de Disney intitulé Boisa le Raroubi? Alors, pourquoi lire ces bêtises à Merloc? Mais ne t'inquiète pas, tu ne vas pas t'embêter, j'ai de la lecture pour toi. Il alla farfouiller dans le cartable qui reposait sur le bureau comme un petit rorcal et en sortit quelques livres. Il sembla hésiter quelques instants, son regard allant d'une couverture à l'autre, brillant d'excitation, puis se décida. « Il faut commencer par le commencement, » énonça-t-il sur un ton sentencieux. « Voici un bouquin passionnant. On est là jusqu'à 7 heures du soir, tu as donc le temps de bien avancer. » Mehdi eut tout juste le temps d'attraper au vol l'ouvrage qu'avait jeté le pion dans sa direction. Il le posa à plat sur son pupitre et en déchiffra le titre. Karl Marx, par un certain Roger Garaudy. Sentant le regard de Régnier posé sur lui, il se mit à lire. Il vérifia discrètement s'il y avait des illustrations, mais n'en découvrit aucune. Craignant de devoir subir une interrogation écrite à la fin de l'étude, il se concentra sur le livre qui mettait en scène un Allemand né dans une ville au nom français, Trèves. Ça commençait bien, par une situation absurde. Poursuivant son déchiffrage, sans comprendre tous les mots, il apprit que cet Allemand, qu'on surnommait le mort, parce qu'il était noir, mais alors, que faisait-il en Allemagne? C'était un grand bagarreur. Il se battait à coups de sabre avec des étudiants. Il avait fini par épouser une aristocrate, une certaine Jenny von Westphalen. Mais on voyait bien que l'auteur du livre manquait d'expérience. Le happy end avait lieu
dès la page 3, alors que c'est toujours à la fin des contes que le héros épouse la princesse. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.